soleil s'est couché ce matin et tous les drapeaux ont baissé les yeux. Devant ce char d'assaut, nos sanglots montent là-haut. Seul dans son linceul, orange, blanc, vert. Orange, blanc, vert. Ou fuego, ou fue boñido, ou fue nana boñido, Kulu Allahu, Ahadu Allahu, As-Samadu, Lam Yalid wa lam. Mesdames et messieurs, enseignants, enseignants-chercheurs, professeurs d'université, mesdames et messieurs les étudiants, mesdames et messieurs les journalistes, mesdames et messieurs, en vos rangs, grades, titres et qualités bien considérés, je vous souhaite au nom du secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, la cordiale accord. Voici exactement 112 Côte d'Ivoire, un homme au destin exceptionnel, un homme de valeur, un homme de paix, qui continue d'être le président Félix Houphouët-Boigny, que je vous prie de mentionner très fort. Honorables invités, comment ne pas ajouter à ces 2 journées que la Fondation organise à son honneur un aspect relatif à la consolidation de la culture démocratique et de la paix. C'est dans ce contexte le processus démocratique en Afrique, contraintes et perspectives. Notre gratitude pour avoir accepté de se soumettre à cet exercice. Mesdames et messieurs, nous aurons pour ce faire droit à la série des allocutions, la projection d'un film documentaire sur Félix Houphouët-Boigny, la conférence du professeur Laguido et un cocktail qui mettra fin à notre cérémonie. Honorables invités, sans transition, je vous prie de recevoir le professeur Jean-Noël Lecou, secrétaire général de la Fondation Félix Houphouët-Boigny, pour son mot, avec vos ovations, s'il vous plaît. Secrétaire exécutif chargé des sections, des délégations communales et départementales du PDCI-RDA, représentant Monsieur le ministre Kakou Bikawe, secrétaire exécutif en chef du PDCI-RDA. Mesdames et messieurs les représentants, le président des institutions de la République, Monsieur le ministre, Mesdames et messieurs les membres du Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix, RHDP, Monsieur le doyen, Messieurs les professeurs, Messieurs les enseignants et les chercheurs des universités de Côte d'Ivoire, chers étudiants, Mesdames et messieurs les journalistes, chers membres de la Fondation Houphouët-Boigny, honorables invités, Mesdames, Messieurs, il y a 112 ans, naissait Félix Houphouët-Boigny du risque mémoire. La fondation qu'il a créée célèbre ce jour anniversaire depuis 2009 par diverses activités et manifestations. L'année dernière, le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, nous fit le grand honneur de présider en personne ce jour qui vit la dédicace
des 6 tomes des discours et messages de Félix Houphouët-Boigny. Cette année, nous avons organisé la traditionnelle messe d'action de grâce ce matin en l'église Saint-Jean de Cocody. Nous poursuivons les célébrations avec la conférence publique de ce soir et demain à Yamoussoukro avec la projection du dessin animé intitulé Diable Fouet, réalisé par la société Africatoon, et avec l'inauguration de la librairie spécialisée de la Fondation. En célébrant la mémoire et l'œuvre immense de Félix Houphouët-Boigny, nous sommes fidèles à nos traditions africaines de respect des défunts et des ancêtres et à la tradition universelle du devoir de mémoire pour les grands hommes qui ont mérité de la patrie et de l'humanité. C'est pourquoi votre présence nombreuse et distinguée nous réjouit et nous réconforte. Je voudrais, au nom des membres de la Fondation et à mon nom propre, vous saluer chaleureusement et vous remercier, distinguées personnalités, honorables invités. Vous me permettrez de remercier en premier lieu le Président de la République pour son soutien constant et bienveillant. Nous avons, grâce à son attention diligente, hérité cette année de la radio de l'opération des Nations Unies, devenue la radio de la paix de la Fondation Félix Houphouët-Boigny. Une promesse nous a été faite de réhabiliter la Fondation dont les bâtiments ont 30 ans d'âge. Monsieur le représentant du ministre Kapi Doukaoui, merci de votre présence. Vous remercierez le secrétaire exécutif, exemple achevé d'engagement politique, de fidélité et de loyauté à son parti et à son président. Vous lui demanderez de transmettre nos remerciements et notre reconnaissance au président Henri-Konan Bédié, parrain de cette journée. J'exprime notre reconnaissance à toutes les autres hautes autorités ivoiriennes, les ambassadeurs et aux représentants des institutions internationales. Je salue ici la présence de la Commission nationale UNESCO. Je salue chaleureusement les professeurs, les chercheurs des universités ivoiriennes. Vous me permettrez de saluer mes collègues du département d'histoire représentés en force ici. Merci, chers collègues, pour votre présence et votre soutien. Je remercie le professeur Lac Edo Sébastien. Bien que contesté tardivement, il a accepté de prononcer la conférence de ce soir. Le thème de la conférence sur le processus démocratique en Afrique est d'une brûlante actualité. Vous voyez ce qui se passe au Togo et au Kenya. Mais c'est aussi une des missions de la Fondation, la formation à la citoyenneté et à la démocratie. Merci à tous les militants et sympathisants du RHDP. Je remercie enfin les étudiants et tous les journalistes des médias publics et privés. Mesdames, Messieurs, le général de Gaulle aurait déclaré avec humour: il y a 3 choses auxquelles il ne faut pas toucher en France. Le Collège de France, où professent, comme vous le savez, les meilleurs professeurs de France. L'Institut Pasteur et la Tour Eiffel. Le paraphrasant, je dirais qu'en Côte d'Ivoire, il y a 3 choses auxquelles il ne faut pas toucher. Félix Houphouët-Boigny, le cacao et la basilique Notre-Dame de la Paix. Quand on sait que c'est Félix Houphouët-Boigny qui a fait de la Côte d'Ivoire le premier producteur mondial de cacao et qui a construit la basilique, on peut dire que tout se résume et se subsume en Félix Houphouët-Boigny. On va toucher la paix. Mais vous le savez, non seulement nous avons touché à la paix, pour finir d'en payer le lourd tribut. C'est pourquoi nous devons, à la faveur des célébrations de l'éminent homme de paix que fut Félix Houphouët-Boigny, revenir à la paix qu'il nous a léguée en partage, aux enseignements et à la pratique politique qui permettent de sauvegarder, de maintenir et de promouvoir la paix. Comme la sagesse des nations et les religions l'enseignent,
l'esprit précède tous les faits, tous les phénomènes. L'environnement est un produit de nos esprits. Si nos esprits produisent la violence, le conflit, nous aurons un environnement de violence et de conflit. Ce n'est pas par hasard que le préambule de la charte de l'UNESCO, l'UNESCO est même aujourd'hui en crise avec le retrait de certains pays. Le préambule dispose, et je cite, « Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. » Dans la situation précaire que vit notre pays, comme au demeurant la quasi-totalité des pays de l'Afrique noire, il faut de la modération dans ce que nous pensons. Il faut réfléchir à ce que nous disons, à ce que nous faisons. Cultivons les pensées positives, car notre univers est composé de nos pensées. Cultivons l'amour, maintenir la paix et préparer cet avenir de prospérité, de fraternité et de paix que nous souhaitons tous pour notre pays. Retrouvons cette Côte d'Ivoire de l'honneur, de la dignité et de l'égalité que Félix Houphouët-Boigny et ses compagnons de la libération du joug colonial s'étaient employés à façonner en faisant passer leur communauté de destin avant leurs intérêts personnels et les stigmates de leurs origines. C'est cela que nous devons toujours avoir à l'esprit en célébrant chaque année, comme il se doit, Félix Houphouët-Boigny. Je voudrais clore mon propos en citant quelques vers d'un poème d'hommage à Félix Houphouët-Boigny écrit par Maître Eugène Dervin. Il célébrait le semeur non de vent, mais de graines de gourmet. Tu veux un pays effleurant le ciel de ses branches, et voici germer la nation, et voici lever les pieds, avec ses grains serrés autour de l'axe pour une prière. Voici déjà née de la ferveur de ton sang, une seule, une véritable commune patrie. Ô bâtisseur, bâtisseur non d'un empire mais d'une cathédrale. Le temps n'est plus le temps des conquérants. Le temps est venu de rassembler les hommes comme des pierres de taille pour bâtir à ta mesure une patrie de pardon et de paix. Je vous remercie. À l'ancien appel pour préserver la paix et perpétuer l'œuvre de Félix. Monsieur le représentant du ministre Maurice Kakou-Bikawé, je vous remercie. C'est un bonheur de vous révéler et une immense joie que je prends en ce jour du 18 octobre 2017 la parole au nom du président du PDCI-RDA, son Excellence Henri Konan-Budgé, qui m'a fait l'honneur de le représenter, et au nom du secrétaire exécutif du PDCI-RDA, le professeur Maurice Kakou-Bikawé, ainsi qu'en mon propre, à l'occasion des journées commémoratives de l'anniversaire du président Félix Houphouët-Boigny, de regretter mémoire. Je voudrais, avant tout propos, présenter les excuses du président du parti Son Excellence Henri Konan-Budgé, qui aurait souhaité être présent dans cette salle s'il n'avait été empêché par une contrainte de dernière minute. Toutefois, il me charge de transmettre ses félicitations à tous les organisateurs de ces journées qui nous permettront de nous recueillir et de prier pour ce grand homme que fut le président Félix Houphouët-Boigny, premier président, le bâtisseur de la Côte d'Ivoire moderne. Quand nous nous souvenons de Félix Houphouët-Boigny, nous pensons à ce grand sage d'Afrique, aux valeurs fondamentales qui ont inspiré sa pensée, celles qu'il a toujours défendues, aux actions menées et aux œuvres grandioses qu'il a réalisées. Permettez-moi donc de saluer la mémoire de ce vrai patriote qui a œuvré tout le long de sa carrière politique pour la paix,
l'unité et la cohésion nationale. Il a réussi à faire d'une poussière d'ethnie un peuple parce qu'il était un cerveau politique de premier plan, comme le disait le président français Charles de Gaulle. Félix Houphouët-Boigny aura marqué tous les hommes écrits de paix, de dialogue, car il a su allier les valeurs de la culture traditionnelle africaine et la pensée libérale qui guida son action de chef d'État, sans omettre la pensée marxiste du fait de son compagnonnage avec le Parti communiste français. 24 ans après sa mort, son aura n'a pas faibli. Bien au contraire, aujourd'hui, tous les Ivoiriens, toutes tendances politiques confondues, se réclament de la pensée houphouëtiste. Une pensée politique orientée vers la réalisation du bien commun ayant pour finalité l'homme. C'est dans cette optique que convergent toutes les œuvres architecturales, sociales, infrastructurelles, scolaires et universitaires de Félix Houphouët-Boigny, l'infatigable bâtisseur de notre pays, donnant ainsi une longueur d'avance de notre pays sur tous les pays africains du Sud Sahara en matière d'infrastructure. Et pourtant, la Benjamine des colonies, la Côte d'Ivoire n'avait pas les moyens considérables. Il a axé sa politique sur l'agriculture à travers le binôme café-cacao, au fait de la dernière des colonies, un pays riche, envié de tous. Dans une allocution en date du 3 juillet 1979, Félix Houphouët-Boigny définissait sa pensée politique en ces termes et je cite: à l'intérieur, consolider l'unité du pays, valoriser au maximum ses ressources humaines et matérielles, favoriser le développement des régions, diversifier les activités, offrir à chacun, dans la paix sociale et la justice, tous les moyens possibles d'accéder au mieux-être en gardant son originalité dans une économie libérale favorable à l'initiative et à la concurrence stimulante. À l'extérieur, chercher la paix par le dialogue, participer activement à toutes les organisations régionales et internationales susceptibles d'éliminer les germes de la discorde, de rassembler toutes les énergies. Fin de citation. De ces deux actions découle toute la vision politique houphouëtienne qui est un brassage de réalisme et de pragmatisme qui s'inscrivent dans les universaux culturels bien connus à toute l'humanité. Ce sont des valeurs universelles qui tiennent de la nécessité de convaincre pour instaurer le consensus en privilégiant le dialogue pour désamorcer les conflits sociaux et les conflits politiques de tous ordres. Qui d'entre nous ne se souvient de ces journées de dialogue et des conseils nationaux? Une sorte d'état généraux où toutes les composantes de la société ivoirienne venaient dénoncer sans complaisance le dysfonctionnement des services publics, sociaux, universitaires, voire politiques. Félix Houphouët-Boigny était donc le précurseur des conférences nationales qui ont fait fureur en Afrique avec l'instauration du multipartisme. Même au sein du parti unique, Félix Houphouët-Boigny fit instaurer des candidatures multiples au point que les Ivoiriens avaient pris une longueur d'avance sur les autres frères africains. Houphouët-Boigny était un visionnaire en raison des fondations solides qu'il a posées, des impulsions qu'il a données et surtout sa vision à long terme et les rêves dont il était porteur. Ces journées commémoratives de l'anniversaire doivent nous rappeler que Houphouët-Boigny a été une chance pour la Côte d'Ivoire qui a traversé le temps sans une goutte de sang versée parce que Houphouët était un démocrate accompli.
En dépit du parti unique, les élections se sont tenues régulièrement pendant toute la période impartie, épargnant à notre pays des situations conflictuelles issues d'un processus démocratique chaotique. C'est ce qui justifie le thème de cette conférence, le processus démocratique en Afrique, contrainte et perspectives, qui sera prononcée par le professeur Lac Yedo, maître de conférence agrégé en droit public. Les journées commémoratives permettent de rappeler à la mémoire collective que durant les 40 ans du long règne de Félix Houphouët-Boigny, notre pays a connu des moments de bonheur. Certes, tout ne fut pas parfait, mais notre pays est resté un pays respecté dans le concert des nations. Avec un rayonnement dans tous les secteurs d'activité, il a fallu nos divisions internes pour que notre pays soit confié à des mains non expertes pour ruiner le pays au travers des coups d'État permanents et une crise post-électorale qui emporta plus de 3000 de nos compatriotes. Heureusement que les héritiers d'Houphouët ont compris pour mettre fin au règne des refondateurs avec sa porte de misère en créant sous nos yeux incrédules le Rassemblement des Houphouëtistes pour la démocratie et la paix, RHDP, sous la houlette du président Henri Konan Bédié et du président Alassane Ouattara. Honneur soit rendu à tous ces hommes et femmes qui se sont battus pour que rendre possible cette réalité. Mutualisons donc nos efforts pour gérer ensemble ce beau pays, bâti avec la force du poignet à travers la chaîne des générations. Prions donc le Tout-Puissant pour qu'il continue de nous inspirer afin de poursuivre l'œuvre de paix que les pères fondateurs ont instaurée. Je vous remercie. Merci. Honorables invités, mesdames et messieurs, je retiens que le président Félix Houphouët-Boigny reste donc un symbole, un trésor à entretenir. Mais j'avoue que maintenant je constate que la tâche est lourde. Parce que quand je regarde dans la salle, je retrouve trop de personnalités politiques qui vivent la vie politique au quotidien et qui ont peut-être des informations qui sont inaccessibles aux chercheurs que je suis. Je retrouve également d'autres élèves des universités de haut rang. Vous voyez combien de fois la tâche est compliquée. Mais je note qu'il s'agit en réalité d'un rendez-vous du donner ou du recevoir. Donc c'est une invitation à des échanges, à la réflexion sur un sujet qui nous intéresse tous et qui par moments passionne aussi la démocratie, le processus démocratique, qui a commencé dans la rue, dans la passion, dans la radicalisation aussi de certains acteurs politiques. Donc nous allons réfléchir à froid sur ce sujet, puisque ce jour est un grand jour. Alors, pour commencer, la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que la démocratie? À quelles conditions doit-on dire que l'État est démocratique? On connaît la formule du président américain Abraham Lincoln qui définit la démocratie comme étant le gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. Et cette définition est reprise par l'ensemble des constitutions africaines, même la constitution ivoirienne, se réfère à cette définition. Mais pour parler de démocratie, il y a des conditions indispensables. La première condition, c'est le pluralisme politique. Plusieurs courants de pensée, plusieurs partis politiques. Mais également, il y a le libéralisme politique. Faire en sorte qu'il n'y ait pas une orthodoxie politique, c'est-à-dire une pensée unique, un discours officiel
permettent à chacun de dire ce qu'il a à dire, parce que nous sommes dans une république. Et dans une république, le pouvoir appartient à tous. Ceux qui détiennent le pouvoir ne sont que des agents d'exercice, qui ne sont pas en réalité les véritables détenteurs. Parce que la souveraineté appartenant au peuple dans une démocratie, si on prend, eh bien, on connaît les théories, si on prend par exemple la théorie de la souveraineté populaire, qui estime que chaque citoyen a une part de la souveraineté. Et à ce titre, chaque citoyen doit s'exprimer. Et donc, la démocratie est la chose de permettre à chacun de dire ce qu'il a à dire. Il y a aussi des conditions qui, bien que n'étant pas indispensables, sont des conditions nécessaires. C'est aussi la tempérance. Parce que dans nos États africains, on a recours au pluralisme politique, c'est-à-dire le multipartisme. Dans certains États, on a jusqu'à 150-200 partis politiques. Souvent, on n'école pas, on n'école plus parce qu'on ne sait pas véritablement combien de partis il existe véritablement. Ça pose un problème. Or, quand on prend les démocraties occidentales, le jeu politique tourne autour de 2 ou 3 partis politiques, c'est le bipartisme. Quand on prend par exemple la Grande-Bretagne, qui est la mère de la démocratie, ou quand l'Europe, c'est le bipartisme. Mais avec plusieurs partis politiques, souvent, il y a des limites. Donc il faut la tempérance, il faut la modération. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut dire? À partir de quand il faut situer le processus démocratique en Afrique, de façon générale? J'avais voulu commencer par les années 90. Mais si je le fais, je vais oublier aussi ceux qui sont aujourd'hui appelés les pères fondateurs, qui se sont aussi battus pour la démocratisation à un moment donné. On peut donc partir déjà à l'époque coloniale, parce qu'à l'époque coloniale, il y avait aussi la lutte pour les libertés. Donc, si on retient déjà à partir de la période coloniale, il y avait dans nos États un mouvement de lutte, enfin consistant à réclamer ce droit. Cela n'était pas facile, parce qu'à cette époque, les libertés étaient, enfin, l'exercice de certaines libertés était interdit. Interdit, c'est par exemple la liberté d'association. Alors qu'en France, il y avait la loi de 1901 qui, quand on prend les États francophones, qui permettait la liberté d'association. Dans les territoires colonisés, cette liberté n'était pas autorisée, elle était plutôt interdite. On a aussi la liberté de réunion. Il y avait la loi de 1881 qui existait en France, mais ces libertés n'existaient pas dans les territoires colonisés. Il fallait alors se battre. Et ce n'est qu'à partir des années 1946, en avril 1946, qu'il va avoir un mouvement de libéralisation, et surtout avec la constitution de l'Union française, la constitution de 1946, que les choses vont se configurer et que les premiers partis politiques et les premiers groupements politiques vont naître dans les territoires sous colonisation française. Alors, à cette époque, on se souvient du RDA, on se souvient aussi du parti pour le regroupement africain qui avait été créé en opposition au RDA. Mais ce qu'il faut noter, c'est que ce sont ces partis-là qui se sont battus pour les indépendances. Donc, le mouvement à cette époque avait pour objectif les indépendances. Après les indépendances dans les années 60, il y a eu 2 choix. C'est vrai qu'on a parlé de parti unique, mais le choix était de construire et de consolider les jeunes nations. Donc, ceux qui s'étaient battus pour les indépendances étaient engagés dans une autre dynamique, construire les nations et, au bout du compte, aboutir à un développement économique et social. Donc, à cette époque, il y avait un choix. On peut en discuter plus tard. Le choix, c'est qu'on devait atteindre le développement. Et par conséquent, il fallait consacrer des énergies pour pouvoir réaliser cet objectif. Et du coup, on a, alors que le pluralisme existait pendant, quand on parle exemple de la Côte d'Ivoire, existait même pendant, la période coloniale, dans la période que j'ai située, on a décidé de recourir, n'est-ce pas, au parti unique avec pour objectif, n'est-ce pas, d'assurer les droits économiques et sociaux aux populations.
Donc ce qu'on note à cette époque, les droits politiques vont être suspendus pour faire prévaloir ces droits, les droits économiques et sociaux. Et c'est à partir des années 1990 qu'on va avoir un autre mouvement qui consiste justement à mettre en avant les droits politiques et civils. Et donc vous vous souvenez bien que c'est à partir des années 1990 qu'on va, n'est-ce pas, réinstaurer le pluralisme de façon générale dans nos États. Il y a eu plusieurs mécanismes, par exemple au Bénin, la conférence nationale, au Congo, il y a eu plusieurs procédés possibles. On ne va pas revenir sur l'histoire, mais ce qu'il faut noter, les États africains étaient engagés dans un processus de démocratisation, un processus plus général. Donc dans les années 90. Et là, comme je l'ai dit, la finalité, cette fois-ci, c'était de conquérir certaines libertés, surtout, je disais tout à l'heure, les droits politiques, les droits civils, et certains autres droits qu'on a qualifiés de droits de l'homme de la troisième génération. Alors, la question est de savoir où en sommes-nous. Où en sommes-nous parce que de 1990 à 2017, il y a eu beaucoup de réformes, il y a eu des efforts, mais il y a aussi des insuffisances, il y a eu des dérives, et il suffit de s'en tenir à l'actualité, il y a encore, n'est-ce pas, des actes ou des contestations qui inquiètent. On a vu tout à l'heure, le professeur Jean-Noël Roux a évoqué le cas du Togo, le cas du Kenya. Et donc, ça vous dit qu'il y a encore des contestations qui ont cours dans certains États. Alors, qu'est-ce qui fait que, malgré cet espoir suscité dans les années 1990, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui encore, on s'interroge? Quelles sont les contraintes? Est-ce que l'Afrique est condamnée? Mais est-ce qu'il y a aussi des lieux d'espoir? Quelles sont les perspectives? Où vont les États africains de façon générale? Voilà globalement les questions que le sujet m'explique. Et c'est sur la base de ces quelques interrogations que je vais organiser les équipes. Dans un premier temps, en me fondant sur les deux éléments, parce qu'on a dit, le sujet tel que formulé, processus démocratique en Afrique, contraintes et perspectives. Donc je vais d'abord mettre l'accent sur les contraintes, et dans un deuxième temps, je vais mettre l'accent sur les perspectives. Donc on note dans une première partie que ce processus est marqué par des contraintes dans la généralité. Lesquelles? Globalement, on peut dire qu'il y a des contraintes d'abord constitutionnelles, des contraintes d'ordre constitutionnel. Ensuite, des contraintes d'ordre économique, social et même politique. Alors, les contraintes constitutionnelles. Les contraintes constitutionnelles permettent de mettre en évidence les opérations constituantes. C'est quoi une opération constituante? C'est une opération qui consiste soit à établir la Constitution, soit à la réviser. Donc on note que ces opérations constituantes sont conduites bien souvent sans une véritable culture démocratique. La Déclaration française de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 dispose que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. Donc pour parler de constitution, il faut qu'il y ait la garantie des droits. Et cette garantie doit être effective. Ce qu'on note, c'est que dans nos États, les droits de l'homme posent problème. Pour de cette manifestation, pour l'exercice de certaines libertés consacrées par la Constitution, on a nécessité des droits de l'homme. On se pose la question. La séparation des pouvoirs, l'équilibre entre les pouvoirs législatifs et le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. On note que le pouvoir exécutif domine le pouvoir législatif. Au point où le pouvoir législatif ne parvient pas à faire son travail. C'est le pouvoir non seulement de légiférer, de voter la loi, mais surtout aussi c'est un pouvoir de contrôle. Il faut contrôler l'action gouvernementale. Est-ce que
l'Assemblée nationale, est-ce que nos parlements jouent ce rôle? On peut aussi s'interroger. Et puis, il y a aussi le pouvoir judiciaire. Si on passe là-bas, la théorie de la séparation des pouvoirs, le pouvoir, c'est vrai que le pouvoir judiciaire, ou si l'on veut le pouvoir juridictionnel, n'est pas un pouvoir politique, mais le pouvoir juridictionnel, qui est le pouvoir de juger, de trancher les litiges, joue aussi un rôle, n'est-ce pas, en démocratie. C'est pour ça qu'on parle de démocratie constitutionnelle, puisque ce pouvoir, c'est ce pouvoir qui va garantir les rapports entre les deux autres pouvoirs. On peut se poser la question de savoir, est-ce que le pouvoir judiciaire joue son rôle? Est-ce que les populations ont confiance en nos justices? Est-ce qu'en matière électorale, notamment les juridictions chargées de régler le contentieux électoral, est-ce que ces juridictions jouent leur rôle? On peut aussi s'interroger. Parce qu'on note souvent que ces juridictions, dans leur œuvre juridictionnelle, sont contestées. On peut aussi s'interroger. Nous avons un autre aspect dans les mécanismes constitutionnels. Dans les années 90, on a estimé que pour lutter contre la pérennisation du pouvoir, il fallait limiter les pouvoirs. Et les constitutions adoptées dans les années 90 jusqu'à 2000, ces constitutions ont prévu la limitation des pouvoirs. Mais en même temps, on a vu que durant les années 90 jusqu'à ce jour, des États qui ont opté pour cette limitation de pouvoir, il y a eu des révisions constitutionnelles qui ont remis en cause cette limitation. Et ça aussi, eh bien, ça a conduit à des crises. On peut prendre l'exemple du Burkina, du Togo, l'exemple de la Namibie, de l'Algérie, du Tchad. On peut citer la liste et encore. Vous voyez que là aussi, il y a des tergiversations. On fait des choix, on revient sur ces choix et ça cause encore des conflits. Deuxième point dans les contraintes constitutionnelles, c'est la contestation, tout à l'heure je le disais, mais je vais revenir là-dessus, la contestation des institutions électorales et la persistance de la fraude et des violences électorales. Toutes les institutions, dans les années 90 encore, on a mis en place des commissions électorales indépendantes ou autonomes, mais aujourd'hui, on note que ce sont ces institutions qui sont censées réguler le jeu électoral qui sont aussi source de conflits, de contestation. Pour plusieurs raisons. Parce que soit il y a des pressions, soit il y a des dysfonctionnements au sein de ces institutions. Il y a donc la persistance de la fraude électorale, ce qui conduit aussi à des violences politiques. Et il suffit, tout à l'heure je l'ai dit, de voir avec l'actualité pour comprendre que ces violences ont, n'est-ce pas, des incidences très graves sur la vie des institutions. Si bien qu'en 2012, il y a eu un rapport de l'Union africaine sur les violences électorales et ce rapport qui a été conduit en collaboration avec l'Institut international de la paix, et bien ce rapport a mis en évidence les causes des conflits politiques, des violences politiques et comment, n'est-ce pas, le jeu électoral est aussi bien souvent source de conflits. Nous avons également des contraintes sociales, économiques et politiques. C'est vrai que je ne suis pas économiste, je ne suis pas démographe, mais on peut quand même faire des rapprochements entre la démographie et le système politique, entre les conditions sociales et le système politique. Il y a un décalage entre la croissance démographique et la croissance économique. La population africaine croît, mais les ressources, n'est-ce pas, la croissance économique ne suit pas toujours. Souvent, on nous parle de croissance, mais en réalité, bien souvent aussi, ce sont souvent des croissances sans développement parce que les populations n'en profitent pas. Les chiffres montent, mais les populations se plaignent toujours de la pauvreté. Donc, il y a aussi là un problème qu'il faut résoudre parce que puisqu'on n'arrive pas eh bien, à prendre en charge les besoins de ces populations bien souvent aussi eh bien, se dressent contre les autorités politiques. Et tout naturellement, le niveau du développement économique d'un État a une certaine incidence sur le système politique. Et comme le disait le professeur Pierre Barthé et le professeur Ferdinand Mélenchon-Cramanien, je le cite, il est clair que le régime adapté à une société évoluée, surindustrialisée, se forçant à l'économie d'abondance, ne conviendra probablement pas à une société en voie de développement. Se forçant de maîtriser l'économie de pénurie, la première pourra s'offrir le luxe d'un régime libéral, la seconde devra adopter des structures plus autoritaires.
puisqu'il y a des demandes, puisqu'il y a des besoins. On ne peut pas laisser tout le monde s'exprimer, tout le monde demander, donc on est obligé, n'est-ce pas, de mettre en place des mécanismes plus ou moins autoritaires pour maintenir l'ordre. Parce que il faut bien que l'autorité de l'État s'affirme. Et cela peut conduire aussi, bien souvent, à quelques dérives. Donc, globalement, voilà ce qu'on peut noter dans cette première partie. En ce qui concerne les contraintes d'ordre constitutionnel, social et économique. Mais, au-delà de ces contraintes, on peut aussi, n'est-ce pas, avoir quelques éléments qui pourraient nous donner quand même des raisons d'espérer, parce qu'il ne faut pas aussi avoir une vision pessimiste de l'Afrique. Il y a quand même des efforts qui sont faits, il faut noter. Donc ça sera donc, on va noter donc que le processus démocratique en cours, ce processus est ouvert sur de nouvelles perspectives. Ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une affirmation généralisée des mouvements constitutionnels en Afrique. Une affirmation généralisée des mouvements constitutionnels. Et qu'est-ce qu'on attend comme mouvement constitutionnel? On peut entendre par mouvement constitutionnel une poussée d'origine nationale par laquelle un peuple se force de limiter l'arbitraire du pouvoir qui le dirige en revendiquant la liberté politique, c'est-à-dire le droit pour les citoyens de participer au gouvernement et même de fournir des gouvernements, en même temps que les libertés individuelles, c'est-à-dire la reconnaissance officielle d'une zone d'autonomie propre à chaque individu. Ce qui veut dire que de plus en plus, les Africains des populations sont exigeantes. Les populations s'intéressent à la vie politique et les populations n'acceptent plus ce qui aurait pu être accepté hier. Il y a donc une contestation des régimes autocratiques. Tout à l'heure, on a pris des exemples, on peut en citer. On peut prendre l'exemple du Burundi, l'exemple du Burkina et d'autres États. De façon générale, on note qu'il y a un mouvement de contestation des régimes autocratiques. Et ce sont des simples citoyens qui s'organisent. On a le mouvement du ballet citoyen, on a un autre mouvement, le touche pas à ma constitution au Bénin. Et ces mouvements qui sont bien souvent des mouvements spontanés, luttent contre les abus, contre la manipulation de la Constitution à des fins personnelles. Donc cette contestation, peut-être on peut la situer dans les années 90, mais cette contestation est expansive dans l'espace. Ça avait commencé déjà dans les années 90 au Bénin. Ce mouvement de contestation s'est répandu. Mais si on veut bien voir, même c'est pas seulement au Bénin. Déjà en 1988, en Algérie, en Afrique du Nord, on avait vu des mouvements de contestation liés à la cherté de la vie. Et bien ce mouvement s'est propagé en Afrique subsaharienne et ainsi de suite. Récemment également, on a vu en Afrique du Nord un autre mouvement, et c'est dit que c'est un mouvement général qui se tend dans l'espace. Même en Afrique du Sud, on a vu déjà dans les années 90 avec la libération de Mandela, dans les années 96, on a mis en place un cadre de dialogue, une convention pour l'Afrique du Sud démocratique, et c'est sur la base de cette convention qu'on a élaboré la nouvelle constitution, la constitution de 1996. Donc, dire qu'il y a un mouvement général, et ce mouvement s'exprime, même aujourd'hui encore, ce qui fait que, eh bien, on peut quand même espérer qu'on est dans une dynamique, même s'il y a des dérives, les choses avancent. Ensuite, on a une contestation persistante dans le temps. Dans le temps, comme je le disais, depuis 1990 jusqu'à aujourd'hui, ce mouvement de contestation des régimes autocratiques persiste. Et on a pris quelques exemples que j'ai cités, je ne vais pas revenir là-dessus. Tout ça conduit à l'avènement d'une nouvelle ère constitutionnelle. On peut dire que quand même, il y a un changement. Les choses avancent. Les choses avancent. De plus en plus, on assiste, pour adopter la Constitution, on assiste au recours au référendum. Le référendum dans l'établissement des nouvelles constitutions. Même s'il y a un débat sur les modalités, sur le processus, mais le fait est qu'au bout du compte, le peuple est quand même bien consulté bien souvent. Bon,
y a-t-il un débat sur l'initiative? Est-ce qu'il ne faut pas ouvrir, il ne faut pas mettre en place des conventions constitutionnelles? Bon, ça, on peut en débattre. Mais le fait est que, au bout du compte, le peuple intervient. Ça, c'est un élément qu'il faut saluer. Il y a dans les constitutions des modèles qui naissent. La question des droits de l'homme est traitée surtout pour les États. Par exemple, un État comme le Rwanda qui a connu la crise, on a mis en avant, n'est-ce pas, les questions relatives aux droits de l'homme. Et il y a un modèle de régime politique qui se décide progressivement. Et on peut en débattre. C'est ce que l'on a appelé le régime présidentialiste ou le présidentialisme africain. C'est vrai que quand on a parlé du présidentialisme africain dans les années 60, c'était estimé que du fait du parti unique, ce présidentialisme était attentatoire aux droits et libertés. Mais aujourd'hui, on est dans un contexte nouveau. Et la semaine dernière, nous étions au Niger et on débattait de cette question sur la séparation des pouvoirs et des pouvoirs en Afrique. Et on a évoqué la question, n'est-ce pas, du régime politique, le régime présidentialiste. Ce régime qui est une invention africaine parce que quand on veut vraiment analyser les choses, il faut remonter déjà dans les années 60, dans le cas du Conseil de l'Entente. Et les États du Conseil de l'Entente à l'époque avaient, notamment les chefs d'État. Les chefs d'État, avant d'élaborer la Constitution, les chefs d'État se sont réunis, les chefs d'État du Conseil de l'Entente, et ont dégagé les principes fondamentaux qui devaient régir leurs États. Et c'est sur cette base que des experts ont réfléchi pour, n'est-ce pas, élaborer les constitutions dans les années 1960, comme la Constitution du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, et je pense quel autre État, globalement. Voilà. Donc, c'était ça. Alors, aujourd'hui, il faut réfléchir autrement pour dire que c'est un apport. Il faut avoir le courage de dire que même si, par le passé, ce régime était un régime peut-être qui avait été disqualifié, aujourd'hui, il faut donner un contenu. Il faut donner un contenu à ce régime politique. Parce que c'est vrai, on peut dire que les États africains, dans la majorité des cas, quand on parle des régimes africains, sont des régimes présidentiels. Même encore, quand on dit que c'est un régime présidentiel, ailleurs, on va vous dire que c'est un régime parlementaire, mais en réalité, c'est pas la Côte d'Ivoire, on n'a pas un régime présidentiel. Le seul modèle de régime présidentiel, c'est aux États-Unis d'Amérique. Et le régime américain n'a rien à voir avec notre régime. Je comprends. C'est plus honorable pour nous de dire qu'on a un régime présidentiel que de dire qu'on a un régime présidentialiste. Parce que certains ont pensé que le régime présidentialiste n'était qu'une anomalie, une mauvaise reproduction du régime politique américain. Mais aujourd'hui, il faut avoir le courage de le dire, c'est un régime qui, n'est-ce pas, a des raisons d'exister. Puisque même aujourd'hui, la France qualifie son régime de régime présidentialiste. Quand on prend tous les auteurs, c'est le présidentialisme. Pourquoi nous, on ne veut pas, n'est-ce pas, assumer notre histoire. Et il faut noter que c'est un régime présidentialiste. Et dans ce régime présidentialiste, c'est un choix. Il y a une prééminence qu'on accorde au président de la République. Parce que le président de la République a des missions fondamentales. Il est le garant de la Constitution, il doit consolider la cohésion, construire l'unité nationale, etc. Donc, on donne des moyens au président. Mais en même temps, vous verrez que même quand on prend la nouvelle Constitution, on donne aussi des moyens au Parlement pour que le Parlement joue son rôle. Mais contrairement à un régime parlementaire, dans ce régime-là, le Parlement ne peut pas mettre en cause la responsabilité du gouvernement. Et le gouvernement ne peut pas aussi dissoudre le Parlement. Donc, mais il y a des mécanismes de contrôle. Le président de la République peut venir s'expliquer devant le Parlement, le ministre peut s'expliquer, on peut mettre en place des commissions parlementaires, il y a des questions, n'est-ce pas, des questions écrites, etc., qu'on peut utiliser pour pouvoir, n'est-ce pas, assurer un contrôle de l'exécutif. Donc, on peut dire que c'est un régime comme tout autre. Maintenant, il faut réfléchir pour que ce régime-là puisse lui aussi faire l'école. Voilà. Donc, ce que je peux dire en conclusion, donc, il faut l'assumer, parce que souvent, on refuse d'assumer notre histoire, parce qu'en réalité, dans les années 60, en France, le président de la République n'était pas élu directement. Donc, c'était un régime qui était parlementaire. Mais à partir de 1962, le président de la République était élu directement par le peuple, donc suffrage universel direct, comme aussi les députés.
Donc ça a changé un peu la nature du régime. Voilà. Je peux dire que la France a aussi, n'est-ce pas, s'est inspirée des modèles africains. Et de plus en plus, nous aussi, on peut, n'est-ce pas, exporter certains mécanismes. Voilà, donc globalement, par rapport à ce qu'on vient de dire, ce qu'il faut noter, il y a donc une transformation progressive des systèmes constitutionnels africains. Il y a une évolution, là aussi il faut le noter, il y a une transformation progressive. D'abord par l'enrichissement des normes constitutionnelles. Les normes constitutionnelles sont de plus en plus élaborées. Vous voyez que de plus en plus on met en place des comités d'experts, on met en place des techniciens pour rédiger les constitutions. Et donc les textes sont de plus en plus élaborés, même si on peut dans le fond toujours en débat. Quand on prend le préambule de la Constitution, le préambule de la Constitution c'est la partie introductive. Dans le préambule de la Constitution, il y a une sorte de valorisation des idéaux de société politique. Dans le préambule, on idéalise, n'est-ce pas, la société qu'on veut, une société démocratique, une société apaisée, une société ouverte aux autres nations. Ensuite, on a le renforcement de la garantie de la suprématie constitutionnelle. On peut insister sur ça. C'est-à-dire que par le passé, la Constitution faisait figure. La Constitution ne permettait pas véritablement de contrôler les institutions. Mais de plus en plus, aujourd'hui, la Constitution apparaît comme l'élément essentiel dans le système politique. La suprématie de la Constitution est affirmée, même si cela n'est pas perceptible. Parce que quand nous, on parle de la justice constitutionnelle, généralement on met l'accent sur le contentieux électoral, c'est en matière électorale. Mais en dehors de la matière électorale, il y a le contrôle de constitutionnalité des lois. Lorsque l'Assemblée nationale vote une loi et la loi n'est pas conforme à la Constitution, eh bien, on peut saisir le juge constitutionnel pour que le juge constitutionnel invalide la loi. Mais, bien souvent, cet aspect n'est pas perceptible. Il y a très récemment, quand on prend l'exemple de la Côte d'Ivoire, il y a le Conseil constitutionnel qui a publié un recueil de décisions, plusieurs décisions, qui montrent que, quand même, dans ce domaine, il y a des efforts. Ce n'est pas encore parfait, mais il y a des efforts, parce que le Conseil constitutionnel a plusieurs fois annulé, n'est-ce pas, certains textes qui n'étaient pas conformes à la Constitution. Et puis, en dehors même de la Constitution, il y a les actes des autorités administratives, même les actes du président de la République dans le cadre du contrôle pour l'excès de pouvoir. Ça, c'est la Chambre administrative de la Cour suprême qui exerce ce pouvoir. Et aujourd'hui, il y a plusieurs décisions. Cette Chambre administrative a annulé plusieurs décisions, plusieurs actes administratifs. Et certains observateurs notent qu'il y a vraiment une véritable évolution en la matière. Et ça, il faut saluer. Et c'est un peu le cas dans certains États comme au Bénin, où il y a une forte intensité. En Côte d'Ivoire, c'est vrai que le Conseil constitutionnel, par rapport à la Cour constitutionnelle du Bénin, la Cour constitutionnelle du Bénin qui vraiment est très active, parce que la Cour constitutionnelle contrôle tout. Au Bénin, aucune loi ne peut être adoptée et, n'est-ce pas, promulguée si la Cour constitutionnelle du Bénin ne s'est prononcée. Bon, certains disent qu'il y a de l'activisme juridictionnel, il y a un gouvernement de juges, parce que là-bas, le juge constitutionnel fait tout, mais le fait est que, bien, au Bénin, les choses avancent. On peut, n'est-ce pas, faire le tour. Il y a aussi l'Afrique du Sud, la Cour constitutionnelle en Afrique du Sud, qui rend beaucoup de décisions en matière de droits de l'homme et qui vraiment contribue à la transformation, n'est-ce pas, de cette nation qui a connu pendant plusieurs décennies une histoire sombre. Donc, globalement, c'est pour dire que sur la question du contrôle de constitutionnalité des lois, on peut quand même noter une évolution. Mais sur la question du contentieux constitutionnel, ça c'est en matière électorale, lorsque le juge constitutionnel intervient en matière électorale, là, comme je l'ai dit, il y a quand même des contestations des lois titulaires pour dénoncer les décisions. Voilà. Enfin, on note une redynamisation des institutions constitutionnelles, toujours dans ce processus de transformation des systèmes constitutionnels. On note une redynamisation des institutions constitutionnelles. D'abord, on a, depuis 1990,
le réaménagement des institutions anciennes. Parce que dans le cadre du processus démocratique, par exemple, quand on prend l'exécutif, on a vu qu'en Côte d'Ivoire, il n'y avait pas de premier ministre dans les années 90, on a institué un premier ministre pour décongestionner un peu l'exécutif. Et on a vu qu'on a progressivement renforcé aussi le rôle du Parlement. Donc il y a eu l'institution des premiers ministres, et là où il n'y a pas de premier ministre aussi, on a renforcé les pouvoirs du juge constitutionnel. Et à l'époque, quand on prend par exemple les États francophones de façon générale, on avait une Cour suprême constituée de 4 chambres. Une chambre des comptes, une chambre judiciaire, une chambre administrative, et puis une chambre constitutionnelle. Ça, on aurait les 4 chambres. Voilà. Mais à partir des années 90, c'était estimé que le fait qu'on mette la chambre constitutionnelle, qui est censée être la juridiction constitutionnelle de la Cour suprême, ça ne permettait pas à l'institution de jouer pleinement son rôle. Donc on a détaché, et vous voyez, vous notez qu'en Côte d'Ivoire, dans les années 1994, on a institué le Conseil constitutionnel. Ailleurs, ça a été des cours. Bon, il y a eu un débat entre Cour constitutionnelle et Conseil constitutionnel. Certains estiment que quand on dit Conseil constitutionnel, ça enlève à l'institution son caractère juridictionnel. Vous notez qu'il s'agit de juridiction constitutionnelle. Ils ont été détachés. On leur a reconnu une existence autonome et également le rôle dans les mécanismes institutionnels. Ensuite, l'efficacité de ces institutions, le fait est que on cherchait à donner un certain pouvoir à cette institution. On a des droits de l'homme, des commissions nationales des droits de l'homme, on a créé des commissions de bonne gouvernance, des commissions chargées, n'est-ce pas, de la liberté de la presse. On prend les dernières constitutions dans l'espace francophone, on peut prendre par exemple la constitution de 2015 au Congo-Brazzaville, où on a créé ce qu'ils ont appelé là-bas des conseils nationaux consultatifs. On a fait des conseils de chambre. En Côte d'Ivoire, la dernière constitution de 2016 institue une chambre des rois et chefs traditionnels. Ce qu'on peut noter, c'est qu'on a un processus démocratique qui est marqué par des contraintes, il y a des dérives, il y a des insuffisances, mais il faut aussi espérer, parce que sur la base de ces insuffisances, il y a quand même des éléments qu'il faut retenir et qu'il faut renforcer pour pouvoir davantage consolider le processus démocratique en Afrique. Je vous remercie. Merci, monsieur le conférencier. On peut le maintenir une fois de plus. Mesdames et messieurs, comprenez avec moi que vous regardez la qualité de la publication du procès-là, il serait beaucoup difficile de l'espérer, puisque au guide du procès-là, il y a de l'espoir, il y a des acquis, malgré les présenteurs, malgré quelques points de résistance, il faut corriger, il faut aller de l'avant et il faut. Je voudrais pour ce faire, pour réduire de 3 personnes et la méthode, on va recueillir les questions. Pour sa brillante conférence. Ma préoccupation, je ne sais pas si c'est vraiment sous forme d'une question, je vais l'exposer. Pour le concept ou la théorie de l'alternance à tout prix, qui a, dans les années 90, quand les conférences nationales, quand le retour multipartiste ont permis dans nos États au changement de régime dans plusieurs de nos pays, les partis au pouvoir qui ont résisté à ces deux aspects, à savoir le multipartisme et la conférence nationale, est né le concept de l'alternance à tout prix qui a bousculé certains États dans la Côte d'Ivoire, et à partir de ce concept, on a toléré des outils comme les coups d'État, et le coup d'État de 99 est le résultat un peu de ce concept. Est-ce qu'on ne peut pas mettre dans les contraintes cette notion de concept d'alternance? Parce que c'est vrai que c'était dans les années 90, mais ce concept pèse, continue de peser et pèsera certainement encore sur nos États. Je donne un exemple. Sur la base un peu de la bonne entente au niveau du RHDP, toujours ce parti fort, majoritaire, on assiste encore
à la prise du pouvoir au niveau du RHDP, est-ce pour dire que le PDC est resté 40 ans au pouvoir, alors avec des acteurs exogènes, extérieurs, on appuie, et puis il faut l'alternance à tout prix, un coup d'État intervient, on le tolère, et démocratie dans nos pays, dans nos États africains. Merci bien. Merci. Nous sommes brillants à exposer avec aisance, avec éloquence et avec caractère. Je vais poser également la question des contraintes. Quelle est la part des contraintes extérieures dans le processus démocratique africain? Et là, l'actualité vient à notre secours. Il y a des débats sur le franc CFA, le rôle de la France dans le maintien de cette structure-là. Il y a des débats avec l'anniversaire de l'assassinat de Sankara, là encore sur le rôle de la France. Alors, quelle est la part des contraintes extérieures dans les contraintes pour le processus démocratique à l'Afrique? Merci, monsieur le maître de cérémonie. Et je voudrais saluer très fraternellement le professeur Nat pour son brillant exposé. Ma première intervention porte sur les contraintes. Et j'aurais bien pu voir le conférencier noter une contrainte de taille qui empêche le processus démocratique en Afrique de se dérouler. Il s'agit de la mauvaise conception du pouvoir d'État ou du pouvoir tout court que nous avons en Afrique. Dans la seconde partie de votre intervention, vous avez instruit des perspectives en cours, notamment l'adoption de nouvelles constitutions beaucoup plus démocratiques et autres. Mais qu'en est-il de la pratique? Parce qu'on a beau adopter de très bons textes, mais tant que ceux qui sont à la tête du pouvoir ne concevront pas ce pouvoir-là comme un service public destiné, n'est-ce pas, à favoriser le progrès économique et social de leur peuple, et tant qu'ils ne feront que penser à leurs intérêts et à leurs privilèges, je pense que ce sera peine perdue. Donc, cette mauvaise conception du pouvoir que nous avons en Afrique constitue, de mon point de vue, le véritable problème du déficit démocratique en Afrique. Ailleurs, on se souvient en France, le mandat présidentiel c'était 7 ans, mais c'est celui-même qui était au pouvoir qui l'a réduit à 5 ans pour harmoniser avec les deux autres démocraties occidentales. Alors que chez nous, on aurait augmenté ça à 10 ans pour rester le plus longtemps au pouvoir. Donc ça, c'est la première observation que je voudrais faire. Relativement aux contraintes sociales et économiques dont vous avez parlé, je pense que le véritable problème n'est pas à ce niveau. C'est vrai que la population, l'augmentation, la croissance de la population peut être en inadéquation avec les ressources du pays. Cependant, on peut citer des exemples où de tout petits pays, comme le Gabon, le pays ne fait même pas 1,5 million, 2 millions d'habitants. Et là, je suis généreux parce que je prends en compte tous les pygmées dispersés dans la forêt équatoriale. Je ne suis pas un messie ni un prophète. Mais si les ressources de ce pays étaient exploitées et partagées avec équité, égalité, je suis sûr et certain qu'il ferait très bon vivre dans ce pays. Vous savez, les textes sont beaux. Hein? Du côté des Grands Lacs, il y a un pays qui se nomme la République démocratique du Congo. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a de démocratique dans ce pays.
Est-ce l'assassinat des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme? Ou est-ce qu'on a fait partie le dictateur Mobutu par la force des armes? Ou est-ce les nombreuses guerres civiles ou la prédation au niveau des ressources du sous-sol qui en fait un pays démocratique ou quoi? Mais il a suffi qu'on change la dénomination de la République démocratique du Congo pour que la démocratie soit du coup. Donc voici, de mon point de vue, les quelques réelles difficultés qui nous empêchent. Pour moi, la mauvaise conception du pouvoir, la mauvaise gouvernance politique, économique sont les véritables contraintes, n'est-ce pas, de notre processus démocratique en Afrique. Je vous remercie. Approfondissement, la volonté du peuple, il n'y a pas de problème. Vous voyez, aujourd'hui, on peut prendre l'ANC en Afrique du Sud. L'ANC qui aujourd'hui a pris le pouvoir. On sait comment l'ANC, eh bien, ce parti a souffert. Aujourd'hui, l'ANC a le pouvoir. Et l'ANC est un parti dominant, puisque en face du fait de la majorité électorale, voilà, l'ANC est parti. Et on est en train d'entrevoir comment aussi va partir et dans quelles conditions. Voilà, voilà aujourd'hui l'accusé qui fait ça. Vous voyez? Et on a vu aussi comment on s'interroge. Certains disent, mais on a mal fait même de demander aux Blancs, c'est bien de leur céder le pouvoir. Bon, voilà. Ouais, ça c'est le problème. Mais quand le pouvoir est démocratique, c'est le peuple. Entre le niveau de démocratie et le niveau de développement. On peut être un pays développé avec un taux de croissance à 2 chiffres et puis ne pas être un pays démocratique. Comme on peut être un pays qui voit sous le poids des dettes et puis être un pays exemplaire sur le plan démocratique. Donc c'est la première contribution. Deuxième contribution, en tant qu'ancien colonisé, j'ai quelquefois des difficultés à consommer et digérer, comme je suis assis, vous me comprenez, à digérer ce qui vient de l'extérieur. Je ne rejette pas la faute sur les autres, mais je dis quelquefois j'ai du mal à digérer ce qui vient de l'extérieur, parce que 1893, quand la Côte d'Ivoire devient colonie, est bien postérieure à 1789. Nous nous comprenons, les historiens le comprennent aussi. Deuxième du processus démocratique en Côte d'Ivoire, dans notre pays, dans nos pays africains, c'est la dimension culturelle. La dimension culturelle. Le Sénégal, vénéré, adulé. On vénère un homme de cet âge-là, et nous nous comprenons. Sous d'autres yeux, dans des nations démocratiques importantes du processus démocratique. Parce que la démocratie elle-même, telle que nous la concevons et la définition, venue de l'extérieur, est fortement connotée. Et je pense que les Africains doivent faire très attention. La nature d'un régime dépend du rapport de force politique. Et c'est Maurice Duverger, dans un ouvrage revenu classique publié en 1954, intitulé « Les partis politiques », qui disait que les partis du régime américain, comme d'un régime présidentiel, ne veut rien dire, dans la mesure où c'est le rapport de force entre les partis. Et donc je voulais renvoyer à cette réflexion de Duverger, un peu provocatrice, en considérant que son apport, comme l'apport de Michels ou de Ostrogowski sur les partis politiques, peuvent nous aider. Je vous remercie. Je mets à Yamoussoukro. Tous ceux qui veulent faire le déplacement, vous êtes les bienvenus. Vous serez bien accueillis à la Fondation. C'est là-bas notre siège social. Et on a mis la cérémonie à 11h. Pour ceux qui veulent venir, vous avez largement le temps de garder. Merci encore d'être venus. On ne va pas vous laisser partir comme ça. On vous a proposé un petit cocktail et le partager avec vous. Merci encore et merci au professeur. Cette
d'éventuelles réflexions, avait déjà commencé à élaborer, compiler l'ensemble des discours du président. Vous avez exposé des discours qui sont là, pour le groupe que vous a procuré à la sortie pendant le cocktail. Je vous remercie et laissez passer le cocktail. Et le cocktail, c'est juste à côté à la salle aussi. De plus en plus, les régimes autocratiques sont remis en cause. De plus en plus, les populations réclament un bien-être social. Et à noter aussi que dans cette nouvelle dynamique, il y a la mise en place de nouvelles institutions, globalement en Afrique. On peut les aider. Quel rapport avec le rapport avec Oufouétis, c'est que le président Oufoué, déjà dans les années 1960 et avant même les indépendances, dans les années 1946, le président Koukouani a été engagé avec certains de ses collaborateurs, certains militants à l'époque pour la démocratisation et surtout pour la conquête des indépendances. Et c'était dans un contexte très difficile, puisqu'à cette époque, le système colonial interdisait l'expression de certaines libertés, notamment la liberté de réunion, la liberté d'association, etc. Ce n'est qu'à partir de 1946, avec la constitution de 1946, la constitution française de 1946, que la possibilité sera accordée à ces Africains de mettre en place des partis politiques et de lutter pour l'émancipation de leur territoire sous colonisation. Merci beaucoup. Tous les signes du souvenir et sont les signes de la paix. Parce que comme je le disais tout à l'heure, dans tous les pays du monde, ce sont les Africains qui avaient perdu cette tradition. On honore la personne de feu, de marquer l'histoire. C'est le cas de feu. La fondation qu'il a créée a pour mission essentielle de défendre sa mémoire, de défendre son œuvre et de permettre aux futures générations, aux générations actuelles, de s'approprier son idéal de paix, sa quête permanente. Vous savez quelle est la situation de notre pays qui a besoin de paix et de réconciliation. Il faut être vraiment le vivant de notre identité nationale. C'est pour ça que nous avons fait cette. Merci beaucoup. Merci.